Merci. Bonjour. Test, le son, ça fonctionne? Fantastique. Quelle belle journée et quel beau défi. Merci pour l'invitation. Comme vous voyez, j'arrive avec mon ordinateur en avant parce que je suis quelqu'un qui est affligé du syndrome de la phrase longue, donc je ne peux pas me laisser aller en public. Il faut absolument que j'arrive avec une petite béquille. Ça va être mon ordinateur. Puis, j'étais satisfait de mon plan. Je vais arriver prêt, je sais qu'est-ce que je m'en viens dire. Puis là, la barre n'arrête pas d'être relevée. Christian arrive, il prend le centre de la scène, il parle de ses affaires à gauche, à droite, c'est super dynamique. Je me dis, mon Dieu, je ne peux pas rester planté derrière mon lutrin. Il arrête de parler. Qu'est-ce que Pierre fait? Il descend en bas de la scène. Il est avec moi et soutient mon regard. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Fait que je vous propose de descendre la barre de vos attentes. Peut-être ça va être intéressant, mais je ne le promets pas. OK? Par contre, ce que je fais dans mes présentations, moi, c'est que je pose des questions. Là, j'ai un temps. Là, que Marc-André va sauter sur scène et il va me dire « Arrête, Adam, si je bosse mon temps. » Quand je pose une question, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que je respecte mon 30 minutes? Il répond. Vous êtes là, là? Parfait, on va faire ça ensemble, ça va aller vite. Puis après ça, il y a le dîner. Donc, on a toute une motivation intrinsèque. Je sais que je suis en face d'un public d'experts. Je sais que le calibre des présentations, puis aussi les gens qui se sont déplacés sur invitation ici, mais vous connaissez tout votre milieu, vous connaissez tous vos domaines. Fait que je ne peux pas arriver comme un extraterrestre et dire, je viens de Montréal, on a compris comment ça marche, tout va bien à Montréal, on va vous expliquer le sens de la vie, parce que c'est pas vrai. D'ailleurs, C'était supposé être là pendant que je disais ça, mais je ne pense pas que ça fait une grosse différence. Je ne peux pas tout vous dire que tout ce que vous savez, ce n'est pas vrai, qu'on va tout renverser à l'envers. Par contre, j'aimerais ça vous amener ailleurs. Il y a certaines choses que je vais dire qui recoupent les présentations de Christian et Pierre. Je vais essayer de l'aborder d'un angle différent, puis j'espère que ça va être stimulant, puis ça va donner lieu à des échanges productifs en cette belle journée. Donc, là, je m'accroche un peu sur ma béquille. Vous devez savoir qu'en 2022, Vivre en Ville a publié un guide à l'intention des municipalités pour l'aménagement de milieux de vie favorables à la santé, au bien-être et à la qualité de vie. Que pourrait-on vouloir de plus? La santé, le bien-être, la qualité de vie, on est tous ici pour ça, tout le monde est pauvre, tout le monde aime la tarte aux pommes. Toutefois, la portée de l'ouvrage, ça dépasse de loin qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une stratégie d'habitation ou une stratégie de densification, parce que des milieux de vie, ça parle aussi des contextes globaux, comme la situation en politique nationale, les systèmes partagés comme la santé et les services sociaux. Évidemment, où est-ce qu'on place les CLSC, c'est l'aménagement du territoire, mais qui travaille dans les CLSC, c'est quoi leur budget d'opération, c'est des choses qui dépassent un peu qu'est-ce qu'on peut faire en aménagement du territoire. Le milieu de vie, il est niché dans plein d'autres systèmes. Puis notre axe d'intervention en construction résidentielle, mais c'est quand même assez étroit. Puis même quand on parle juste du milieu de vie, la manière dont on le place à Vivre en Ville, le milieu de vie, c'est quand même plusieurs caractéristiques. Il y a le milieu familial, il y a le milieu de garde et scolaire, il y a le milieu de travail, le milieu d'hébergement, donc la maison, puis la communauté locale et le voisinage. Les documents de planification qu'on dévoile aujourd'hui, ils vont évidemment avoir des effets sur chacune de ces facettes. On fait une ville au complet. Emploi, démographie, école, tout y est, mais ce qui va être le plus immédiat, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est évidemment les deux derniers aspects, l'habitation et le voisinage. Je vais commencer par vous dire c'est quoi notre idéal. Nous, on travaille là-dessus depuis un bout. L'habitation et le voisinage, vous avez compris, c'est ma toune. Depuis que je suis à Vivre en Ville, je travaille avec mon équipe sur la question de la crise de l'habitation. Puis, particulièrement sur une sortie de crise, parce que vous comprendrez, je ne sais pas d'empirer la crise. En guise de repère, on a une image simple qu'on s'est mis à faire circuler dans la dernière année. Pour nous, une des choses qui est intrinsèque, qui est immanquable, c'est que les gens habitent quelque part. Ça a l'air d'une évidence, mais ce n'est pas une évidence quand on pense à comment on réfléchit à tout ça. Les gens habitent quelque part et ce n'est pas tous les milieux de vie, ce n'est pas tous les environnements qui ont la même qualité. Quand on fait des interventions pour améliorer le territoire, comme ce qui s'apprête à avoir lieu ici à Granby, mais c'est nécessaire, c'est intrinsèque, ça ne se fait pas partout à la grandeur. C'est pour ça qu'il y a des secteurs où on veut diriger la croissance. C'est pour ça aussi que quand on fait des métros, on ne fait pas des métros qui rejoignent l'entièreté des maisons du Québec. Quand on fait un parc, ce n'est pas tout le monde qui a accès égal au parc. Donc, les milieux de qualité ont tendance à être localisés. Puis, autour de ces milieux de qualité-là, l'accès n'est pas garanti. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça habiter à côté de leurs emplois, à côté d'un parc, à côté d'une école, mais qui ne sont pas capables. Donc, si vous regardez la partie gauche du cercle, pour nous, une des conditions de sortie de crise, c'est de donner accès aux territoires qui sont bien aménagés.
Mais même si on faisait ça demain, même si chaque personne ici dans la salle, tout le monde vous connaissait, tout le monde qui connaisse, on dit, OK, on vous met tout à côté d'un parc demain, vous avez tous accédé au territoire de qualité, après-demain, on a un problème. Parce que finalement, on n'aime pas ça, vivre en colocation. Finalement, on attend des jumeaux et non pas un enfant tout seul. Donc, au fur et à mesure que les gens changent dans leur situation de vie, c'est important qu'ils soient capables de bouger à l'intérieur des milieux qui sont de bonne qualité. Puis là, on arrive à l'autre partie du cercle, du diagramme de Venn. Une mobilité résidentielle à l'intérieur des territoires qui sont bien construits, c'est un des objectifs desquels on ne peut pas se priver. On combine les deux ensemble, on a un système d'habitation équitable. Maintenant, pour lancer la conversation, j'ai décidé de séparer ça, le milieu de vie, en deux angles. On va séparer les milieux et la vie. Là, vous allez me dire, Adam, ça n'a pas rapport, les deux vont ensemble. Vous avez raison. On va finir par remettre ça ensemble, mais j'aimerais ça vous amener ailleurs, faire un petit détour avant. Donc, on se lance, puis là, time to shine public, c'est vraiment vous. Quand vous êtes chez vous, où passez-vous la majorité de votre temps? La cuisine? Salon? Coucher? Ça rentre, ça rentre. Vous êtes présent, je suis content. Vous êtes la chambre, parfait, la chambre. Mettons qu'on met toutes vos réponses, chambre, salon, cuisine. Est-ce quelqu'un qui a dit salle de bain? Salle de bain. Mettons qu'on met toutes ces réponses-là ensemble, puis on fait une catégorie avec, qu'est-ce qu'on va dire? À l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Chez nous, le moment où est-ce qu'on passe le plus de temps, c'est à l'intérieur. Ça veut dire que l'habitation, c'est principalement une question d'intérieur. D'ailleurs, si vous achetez une maison et que vous ne pouviez pas rentrer dedans, vous diriez que c'est inhabitable. Donc, quand on parle d'une politique d'habitation, on parle avant tout d'espaces qui sont en dedans. C'est important de le réaliser parce que toutes les personnes ici qui sont dans le milieu du logement, habitation, puis qui ont des produits à livrer, ils vont livrer des produits dans lesquels les gens veulent être en dedans, pas dehors. Par contre, si on se concentre juste là-dessus, on manque un bout important. Tôt ou tard, on sort. Même si, quand vous êtes chez vous, vous passez beaucoup de temps dedans, vous finissez par mettre le pied dehors. C'est là que vous rentrez dans l'espace aménagé qui contribue au sentiment de communauté. Ici, selon moi, c'est un des plus beaux projets que j'ai vus à mon goût, à moi. D'ailleurs, je ne vais pas faire un pied de nez à Pierre, hein, mais il y a certaines affaires qui vont un petit peu dans le sens contraire. Ici, tous les bâtiments sont pareils. Vous avez peut-être remarqué, c'est toute la même chose. C'est très simple comme forme, c'est des matières, c'est du bois, un peu de briques, mais c'est très vivant. Puis pourquoi est-ce que c'est très vivant? Je pense qu'on m'a donné un laser. Oh, wow! C'est à cause du milieu aussi. C'est pour ça que je voulais séparer le milieu comme sa propre catégorie. Le milieu, c'est quelque chose de super important. Ça, c'est le plan du projet que je viens de vous présenter, avec l'espace piéton qui est ici entre les bâtiments. C'est ce qu'on regardait à la hauteur du sol. Ça, c'est un gros projet. Vous conviendrez, là, on parlait de densification, on parlait d'insertion, ça ne peut pas aller partout des projets de cette taille-là. Mais par contre, je veux quand même attirer votre attention sur certains égards. On pourrait avoir le même genre d'espace intérieur seulement avec 2 bâtiments. On pourrait créer ce genre de milieu-là si on n'avait pas une aussi grande friche, un aussi grand terrain. Donc, ça rejoint un peu la cour intérieure dont on parlait. Une autre chose qui est super importante, puis on le voyait dans les îlots, mais je veux prendre le temps de le dire, la raison pour laquelle on est capable de libérer cet espace-là au centre, c'est à cause que les bâtiments sont très près de la rue. On a une tendance au Québec à dire c'est important, par exemple, avoir des espaces verts qui sont visibles depuis la rue. Fait qu'on recule les bâtiments, on met du gazon, puis ces espaces-là, qu'est-ce qu'on fait dessus? Rien! Wow! Tout le monde en même temps! Donc, si on veut des milieux, des espaces publics dans lesquels on pile quand on sort chez nous, mais c'est bien de se dire qu'il faut que ce soit des espaces utiles. Puis, quand c'est utile, ça veut dire qu'il faut qu'on s'en serve. Ici, les gens sont plus ou moins obligés de passer à travers. Quand on passe à travers, mais ça devient des milieux qui sont investis. Ce n'est pas tous les terrains qui sont assez grands pour faire comme ça, mais dans toutes les municipalités du Québec, il y a des affaires comme ça. Je ne sais pas si vous en avez un en tête ici à Granby, vous êtes peut-être la municipalité où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est à Montmagny, je pense, des terrains qui en ce moment sont durs à rentabiliser, disons. Ils ont une forme un peu spéciale. Puis, à mon sens, à moi, c'est des opportunités en or de se dire, bien, on va faire justement des rapprochements entre les bâtiments, puis on va faire une espèce d'assemblage qui permet de faire des passages dans lesquels les gens n'auront pas le choix de passer, puis ça va devenir des espaces milieux. Aussi, si on s'en va dans le plus petit, on sait qu'on s'en va en densification puis en réinsertion, puis on veut faire des plus petits volumes. Mais là, je vous présente un projet au Mexique. Il n'y a pas de neige, je suis désolé. Probablement qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à cet endroit-là, mais d'ailleurs,
ça ne sera pas si dur que ça de pelleter parce que c'est tout petit. Ils ont fait un projet d'insertion, mais ils ont quand même libéré une zone tampon au centre, une place où est-ce que les gens vont pouvoir passer, c'est le milieu. Donc, on est encore dans le thème du milieu. Puis, ce que ça fait, ça, quand on a un espace milieu comme ça c'est le même projet un peu plus proche, c'est que ça donne un sentiment, évidemment, d'appartenance puis d'appropriation aux gens qui habitent là. Les gens, ils voient que c'est un peu à eux, c'est complètement privé, ça. Manifestement, ce n'est pas un party de voisinage qui va se faire dans cet endroit-là. Mais si on regarde dans la manière dont c'est planifié, vous voyez ici, il y a quand même une ouverture de cet espace complètement privé-là sur la rue. Encore une fois, on est très proche de la rue. Puis d'être exposé à des milieux vivants quand on est dans l'espace public, ça contribue à créer un sentiment total de milieu de vie. Maintenant, ça, c'est tout du développement unique. Donc, on a fait soit comme un petit bâtiment d'insertion ou un grand projet. Je vais vous proposer quelque chose qui n'est probablement pas populaire, mais je pense qu'il est quand même intéressant. Quand on laisse les bâtiments devenir près les uns des autres, on crée ces espaces-là. Quand on n'a pas la chance de créer tous les bâtiments d'un projet, il y a quand même une belle opportunité, laisser les bâtiments s'approcher pour créer des milieux plus nichés, plus petits. Tout le monde aime ça, les grands espaces. Comme qui d'entre nous n'aime pas le grand air, la grande nature, mais souvent, les grands espaces, c'est dur à rentabiliser au niveau de l'usage. Même quand vous allez dans les grands parcs, les gens ne sont pas également distribués, ils vont se mettre à côté des arbres, vont se mettre à côté des tables à pique-nique. Plus l'espace est cadré, plus ça donne le goût de s'en servir et plus les gens finissent par s'en servir. Donc, une des choses qui est envisageable pour créer ces espaces-là, quand on n'a pas tout le site, quand on n'a pas une grande friche, c'est de laisser les immeubles se rapprocher pour faire des espaces dans lesquels les gens n'auront pas le choix de passer, pas laisser les immeubles être trop gênés, dans le fond. Une autre chose qui est intéressante, c'est que quand les bâtiments s'approchent, on l'a dit, comme avoir des enfants, c'est très taxant, ça demande énormément de temps et d'attention. Moi, je peux le dire maintenant, ma fille a 20 ans, je sais de quoi j'ai de l'air, ma fille a 20 ans. Puis, je sais que pendant qu'il y avait des devoirs, pendant qu'il y avait tout le quotidien, je n'avais pas le temps de faire rien d'autre que de m'occuper de ma fille. Puis je pense que c'est vrai pour les gens qui ont des enfants qui ont moins de 20 ans. Ici, ça prend énormément de temps. Quel beau rêve de dire, sors dehors, puis il y a quelqu'un d'autre qui va te regarder pour pas que tu pognes en feu pendant 20-30 minutes, mais c'est juste possible s'ils vont pas loin. On s'entend? Donc, de créer ces espaces-là ici, ça crée un espace qui fait une mise en commun spontanée entre les gens, même si ça ne fait pas partie du même projet. Puis, une des dernières choses que je vais vous dire dans la section milieu, c'est que ça n'en prend pas beaucoup pour libérer cet espace-là. Il n'y a pas beaucoup de matériel qui est nécessaire, d'investissement. D'ailleurs, quand je parlais de mon projet préféré un peu plus tôt, vous avez vu, le centre, c'est tout de la garnotte. La garnotte, ça ne coûte pas particulièrement cher. Si vous êtes attentif, par exemple, vous allez voir qu'il y a deux choses qu'il n'y a dans aucune de mes images à date. Est-ce que vous savez c'est lesquelles? Des voitures, première, deuxième? L'asphalte? Non, j'en avais de l'asphalte un peu tantôt, mais c'est un bon gars. J'aurais dû mieux poser ma question. Ça te laisse plus une question rhétorique, je savais que c'était dur. Des clôtures. Des clôtures. Puis vous voyez, j'ai une coquille dans ma présentation. Je regardais ça ce matin, j'étais bien déçu. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute entre libérer et créer. Je ne suis pas fait par exprès. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on crée de l'espace, on libère de l'espace. Les clôtures, oui, c'est le fun, ça donne un espace privé, mais ça nous emprisonne aussi. Quand on clôture, quand on balise ces espaces-là, ça arrête d'être des espaces partagés, ça arrête d'être le genre d'endroit où est-ce qu'on peut s'imaginer faire quelque chose d'utile. Ensuite, on va parler des espaces milieux, on va aller vers la vie. Ça peut sembler superflu de prendre un moment pour nous encourager de rester en vie. Je pense qu'il y a un assez large consensus ici à ce sujet. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Puis là, j'ai fait quand même quelques blagues depuis le début de la présentation. Je fais ça parce qu'on m'a dit que mes présentations étaient très tristes, très plombantes. Puis c'est vrai. D'ailleurs, préparez-vous, ça s'en vient. Puis je sais, je viens encore de faire une blague, mais je passe par quelque chose d'un peu glauque qui est important de se dire entre nous, si on est pour parler d'habitation. La crise de l'habitation, on en meurt. C'est pas, excusez pour le changement de ton, j'aurais dû voir ça venir. Mais c'est extrêmement sérieux, c'est niché au centre de tout ça. Les personnes qui ne réussissent pas à se loger, qu'est-ce qu'ils font? Décèdent. L'espérance de vie moyenne des personnes qui ne réussissent pas à se loger tombe en chute libre. Puis c'est pas, on le sait, la crise de l'itinérance en ce moment qu'on voit au Québec, c'est l'itinérance visible. Il y a énormément d'itinérance cachée. Probablement des gens que vous connaissez qui ont vécu des périodes sans domicile fixe. Puis ça, si on ne le prend pas en compte, si on ne se dit pas, OK, c'est beau les milieux, si on ne se dit pas,
la vie est autant importante que les milieux, on va continuer à l'échapper. Donc, c'est important qu'on réalise qu'est-ce que ça prend pour rester en vie quand on se donne un système d'habitation. Bien, j'aime beaucoup l'image qui vient d'ici. Ça vient de Californie. C'est un illustrateur qui fait des illustrations pour parler de qu'est-ce qui va changer quand on passe un projet de loi en Californie. C'est le cœur du mouvement Oui dans ma cour. C'est toujours super enthousiasmant qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. La phrase que vous voyez à l'écran, je pense qu'elle est super importante, puis elle sous-tend beaucoup de nos interventions en habitation. Il ne peut pas avoir de milieu de vie sans vie. Les maisons, ils ne savent pas qu'ils existent. On ne fait pas ça pour les maisons. On fait ça pour les gens qui habitent dedans. Puis si vous regardez ici, qu'est-ce qui est la transformation qui est proposée dans cette image-là, c'est qu'on a des maisons ici qui prennent leur espace avec leur terrain. On l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est vous. Souvent, sur ces terrains-là, ici, en avant, il ne se passe pas grand-chose. Puis souvent, ils sont encore plus reculés de ça, puis il ne se passe rien. Puis dans ces maisons-là, il y a combien de ménages? Souvent un. S'il y a juste un ménage dans cette maison-là, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les espaces qui sont ici au sol, dans la rue, dans les parcs, dans les écoles, soient vivants? Parce que la majorité d'entre nous, quand on est à la maison, où est-ce qu'on reste? En dedans. Fait que si on veut qu'il y ait du monde dehors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend beaucoup de monde qui passe un peu de temps dehors pour avoir de la vie dans nos quartiers. Puis avoir beaucoup de monde, c'est pas tout. Il ne faut pas que ça leur coûte cher d'être à un endroit. Parce que si tu es écrasé par le quotidien, tu n'as pas le temps d'être dehors. On le sait, il y a plein de choses à faire en dedans. Ce n'est pas pour rien qu'on passe tout notre temps là. La popote, le lavage, les comptes, Netflix, les enfants, toutes les raisons sont bonnes de rester en dedans. Fait qu'un des grands bénéfices de passer vers la densification, vers l'ajout de personnes, c'est que ça crée des superficies qui sont souvent plus petites. En étant plus petites, sont moins chères. Moins chères, écoute, au Québec, ça n'existe plus. Là. Christian en a parlé tantôt, ça n'existe plus des affaires qui ne sont pas chères. Mais c'est moins cher par rapport à, par exemple, une grande maison avec un grand terrain. Puis avoir le temps, puis avoir l'énergie, parce qu'on n'est pas écrasé par le quotidien, ça permet de s'investir dans les espaces milieux, ça permet de sortir de chez nous. Puis une des raisons pourquoi j'aime tellement ce projet-là, c'est qu'il est investi. Il y a quelqu'un qui fait sécher son linge dehors. Évidemment, ça prend une certaine sécurité, ce n'est pas donné, mais ce n'est pas une corde à linge là, qui est comme à l'abri des voleurs, comme ça on sait que nos t-shirts restent chez nous. Les gens dans cet endroit-là, ils sont capables de s'approprier l'espace à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas écrasés par le quotidien. C'est vraiment important si on veut privilégier la vie dans nos systèmes d'habitation. Ensuite, quelque chose d'autre que je trouve intéressant, c'est qu'on aime tout ça quand c'est déjà beau. Mais les choses, c'est vraiment dur à rendre beau du premier coup. Puis, un des signes de vie les plus intéressants pour moi, c'est quand les gens commencent à s'approprier l'espace. Là, je vais vous poser une question que j'adore poser parce qu'on a une culture vraiment de la prescription au Québec. On va dire, là, toi, là, t'es mieux de faire quelque chose de beau, puis on va te dire comment. Chez vous, là, est-ce qu'il y a de la décoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit comment décorer votre maison? Ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Pour le peu que les gens ils ont un peu d'argent, qui ont un peu d'énergie, ils finissent par mettre un mur vert. Ils finissent par accrocher un cadre. Ils finissent par mettre une jetée sur un divan. C'est le genre d'affaires qui se passe quand les gens ont justement un peu d'air. Ils se mettent à faire des belles choses. Ici, là, ce qu'on voit, c'est que peut-être que le jardin n'était même pas prévu au départ. Mais parce que les gens ont du temps, parce que les gens ont le goût, ils se mettent à transformer un milieu, donc un espace entre les bâtiments, en un milieu de vie. Qu'est-ce qui rend ça vivant? C'est qu'ils peuvent s'en l'approprier. Ils peuvent faire quelque chose avant. Fait que ces choses-là, il faut qu'elles soient permises, il faut qu'elles soient envisageables. Si on bétonne tout, c'est sûr, ça ne se passera pas. Mais on peut laisser du lousse. On peut laisser du lousse pour que les gens s'approprient les espaces. Finalement, je parlais du linge qui ne disparaîtra pas parce qu'il est sur la corde à linge. Un autre des éléments qui est super important pour que les gens investissent le milieu de vie pour qu'ils fassent vivre la ville, c'est un sentiment de sécurité. Fait que, à ce niveau-là, la place qu'on réserve, par exemple, à la mobilité active, les endroits qu'on aménage bien pour que les déplacements soient faciles, c'est crucial. Mais il y a plein d'endroits où est-ce que la vie est un peu emmurée, est un peu empêchée par un sentiment d'insécurité. Là, je sais que c'est un sujet chaud, fait que je regrette l'exemple, je sais que c'est contentieux, mais il y a quelque chose qui est un signe évident de vie dans un quartier, c'est un match de hockey dans la rue. C'est un espace public qui est investi par une activité privée, puis les gens, manifestement, qui font ça, développent des liens, puis ils vont être plus heureux quand ils rentrent en dedans pour passer la majorité de leur temps. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pour ne pas se faire écraser par des voitures.
Donc, les deux vont ensemble. Si on n'est pas capable de créer des espaces qui sont sécuritaires pour justement nos enfants, on parlait tantôt des enfants qui marchent moins. Mais tu sais, on marche moins, oui, parce que l'extérieur est plus dangereux en 2024 qu'il l'était il y a 50 ans, puis c'est beaucoup les voitures. Puis je sais qu'on ne peut pas arrêter de conduire, comme je suis venu ici en auto. Probablement comme tout le monde ici est venu en auto. Fait qu'on ne peut pas dire, OK, on switch d'un bord à l'autre, mais graduellement, sortir du tout à l'opposé, puis surtout empêcher les autos de venir dans nos espaces milieux, c'est quelque chose qui va protéger la population qui veut se servir de ces espaces-là. Maintenant, je vous avais dit que j'ai la réputation d'avoir des présentations plombantes. Tout le monde aime ça, les personnes de solution. Les gars de solution, les femmes de solution, très populaires, on les invite à toutes nos conférences. Moi, je me présente comme un gars de problème. Moi, je vois des problèmes partout. Je travaille là-dessus. Une question super fondamentale pour la suite des choses, puis je suis étonné qu'elle n'ait pas été posée tout de suite, je vais l'aborder moi-même, c'est combien ça coûte tout ça? Parce que c'est super intéressant de se donner ces exemples-là, puis je vous présente des logements, évidemment, c'était en Europe, c'était au Mexique. Combien ça leur a coûté, eux autres? Mais merci à Christian pour la perche tendue à propos de combien ça coûte. 450 000 en ce moment, environ, par unité, construire des choses. Puis, je me sers beaucoup d'images qui est ici. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu mes présentations dans la salle, donc je m'excuse, je peux aller sur votre cellulaire pendant quelques instants. Je me sers beaucoup de ça ici parce que c'est vrai dans toutes les circonstances. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire de comprendre si on va faire du bon travail ensemble. Construire, ça coûte cher. Les coûts de développement en ce moment, représentés par main-d'œuvre et matériaux, les coûts accessoires, puis le coût de terrain, tout ça, c'est souvent, pratiquement tout le temps, quelques millions de dollars. Il y a très peu de gens ici ou ailleurs qui vont mettre de leur propre argent, qui ont quelques millions de dollars en banque, qui vont dire « Parfait, moi je mets ça en terre, compte tenu du risque de construction, etc. » Fait que pratiquement tout le monde passe par du financement. Le financement peut être avantageux, rarement gratuit, mais il vient avec ses propres frais. Donc, ça prend quelqu'un pour payer les comptes. On prend quelqu'un pour payer les comptes, on rajoute à ça les frais de gestion de propriété. Dans le locatif, c'est facile, ou même des projets de condo. Ça veut dire les frais d'entretien mensuels, quelqu'un paye les taxes, etc., conciergerie. Même si c'est pour du propriétaire occupant en individuel, ça prend quelqu'un pour les mettre en vente, ces unités-là. Donc, il va falloir payer le salaire du courtier. Tout ça rentre dans les coûts de développement. Ça ici, ça nous donne la mensualité minimum requise, avant profit. Avant qu'il y ait quelqu'un qui mette l'unité sur le marché et qui se paye sa marge de profit, ça donne la bande ici qui est représentée par le loyer en termes économiques. Dans la majorité des projets au Québec, c'est à peu près 2 000 2 500 $. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est trop cher. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont le goût d'aller dans une unité neuve, si belle soit-elle, pour 2 500 $. La majorité des personnes, par exemple, qui ont des grandes maisons puis qui sont peut-être rendues à dire « c'est trop long la tondeuse, je vais aller ailleurs », ils quittent une maison qui leur coûte essentiellement juste les assurances et les taxes et l'entretien préventif par mois, puis ils rentrent dans un projet neuf, s'ils ne payent pas cash, qui va coûter 2 500 $ par mois. Souvent, le deal n'est pas super intéressant. Fait qu'on se dit, mais c'est correct, j'ai fait ça pour moi, pas pour vous, c'est correct, on va faire du logement abordable à la place, on va plafonner les loyers, on va se dire, OK, bien, pour donner de l'air au milieu, on va descendre les coûts pour le consommateur. Puis, ça peut marcher. On a parlé d'une subvention en ce moment pour atteindre les objectifs du FAC de 280 000 $ par année. Ben, pas par année, 280 000. C'est ça qui est nécessaire pour atteindre ces loyers cibles-là. Ça va exister. Là. Comme il va y avoir de la subvention, il faut qu'on soit brillant, il faut qu'on trouve cet argent-là pour aller chercher ce manque à gagner là. Mais il y a quelque chose d'autre qui est vrai dans cette image-là, qui est aussi l'inverse. Si ça ici, le loyer plafonné, ce n'est pas les objectifs du FAC, mais c'est 2 500 $. Imaginez que la ligne ici, ça amène à 2 500 $. Puis ce n'est pas assez pour viabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coûts de construction ont coûté trop cher. Puis c'est vraiment dur d'induire le genre de mouvement qu'on veut voir si on n'est pas capable d'aligner les coûts de construction avec les loyers maximum. Il y a un plafond super naturel au loyer dans un marché, puis c'est ce que les gens sont prêts à payer pour ce qu'on leur offre. Il y a des gens qui aimeraient peut-être ça, changer de place, mais ça ne vaut pas la peine, ils n'ont pas l'argent ou ce n'est pas un assez bon deal pour qu'ils décident de bouger. Donc, en plus du financement, moi, ce que je vous propose, c'est que par tous les moyens possibles, la création d'un milieu de vie de qualité, donc des beaux espaces bien aménagés,
dans lequel les gens ne sont pas écrasés par le quotidien, ça passe par la réduction des coûts, coût des intrants. Puis ça, c'est pas facile, mais c'est possible. Les endroits que je vous ai montrés en Europe, ils ont fait des choses fantastiques. Les endroits qui étaient montrés par Pierre étaient également très beaux. Une des choses qu'ils ont en commun, c'est qu'ils coûtent toutes moins cher à faire que ce qu'on fait ici. Ce n'est pas votre faute à vous dans la pièce, mais c'est important qu'on en parle entre nous pour, après ça, sortir et essayer de faire un changement dans la société. On a parmi les pires performances par dollar investi au monde au Canada en termes de construction résidentielle. Ça passe beaucoup par nos coûts essentiels, nos coûts accessoires, puis nos coûts de terrain. On a fait un peu les choses à l'envers, puis maintenant, on est un peu pris là-dedans. C'est comme la voiture, c'est très dur de reculer. Mais tu sais, on parlait des ascenseurs. On dit, OK, les ascenseurs, on veut en mettre partout. La Suisse, c'est un pays riche, tout le monde en convient, comme manque pas d'argent. Construire un ascenseur en Suisse, ça coûte 3 fois moins cher qu'au Canada. Ça fait la même job, on s'entend, hein? C'est le même système, c'est le même fonctionnement. Donc, il y a des choses en ce moment qu'on peut faire pour nous permettre d'attaquer directement ces choses-là, puis réduire nos coûts de construction pour viabiliser les projets qu'on veut voir dans nos milieux de vie. C'est terminé, Marc-André? C'est terminé. Je vais mettre ça. Je m'excuse, je ne te voyais pas. J'imagine que ça faisait un bout que tu me disais arrête à dents, arrête à dents. Je vais laisser la dernière slide à l'écran. Est-ce que tu me donnes 30 secondes pour que je rappe, c'est beau. Réduire les coûts de construction, ça va être dur pour tout le monde. La voie pour nous, compte tenu des moyens qu'on a individuellement, collectivement, c'est apprendre à dire oui. Donc, il y a des choses que ça va me faire plaisir de vous dire tantôt en privé. Ça passe par l'imagination puis la volonté de dire oui au lieu de dire non. Merci.